Mon cher Maxime, j'aurais voulu commencer cette lettre par m'excuser de faire irruption sans prévenir dans votre vie, qui plus est par le biais d'une lettre non sollicitée. Cependant, ce ne serait pas tout à fait exact, puisqu'en réalité, c'est votre discours et ce sont vos formations qui font des efforts désespérés pour faire irruption dans mon existence, notamment dans mon existence d'employé. En quelque sorte, si l'un de nous deux a eu l'impolitesse de venir à la table de l'autre s'imposer pour disserter de toutes sortes de principes moraux et de codes de conduite, c'est plutôt vous que moi. J'ai vu récemment l'une de vos vidéos qui, malgré un cadre prestigieux, c'est-à-dire celui de la Sorbonne, n'a amassé qu'un nombre de vues relativement modeste, soit 4000 vues en un an pour une chaîne de plus de 36 millions d'abonnés. Non que le nombre de vues soit une métrique infaillible pour dénicher les trésors de la pensée humaine, mais plutôt que ce genre de contre-performance indique souvent une pensée indigestement consensuelle. C'est depuis le lieu, ô combien plus modeste, de ma pièce à vivre que je me permets de vous écrire. Ici, nulle lumière aveuglante pour saisir mes poses dans des tons caravagesques, nul écran géant pour brandir mon portrait ou mon nom, nul public acquis à ma cause qui glousse à mes bons mots, nulle caméra à aguicher, rien finalement qu'une petite table en bois, une bibliothèque et un clavier, et puis ce micro peut-être qui seul nous est commun. Mais revenons à votre vidéo. Je ne retiendrai pas contre vous l'exercice convenu et désolant des introductions TEDx. J'aurais apprécié qu'il vous faille moins d'une minute de simagrée pour nous divulguer la raison de votre venue, raison d'ailleurs qui était connue de tous car affichée sur un écran de 3 mètres de large avant même votre entrée sur scène. Cette raison qui vous faisait paraître sur scène, vous la résumiez vous-même d'une phrase « Vous êtes un homme féministe et depuis 2012 ». Voilà. Voilà donc ce qui est supposé saisir l'imaginaire collectif et nous pousser tous non seulement à une profonde introspection, mais aussi à une non moins profonde admiration. D'aucuns ont gravi l'Annapurna, observé les astres, tourné leurs yeux vers d'infimes molécules de vivant, mais vous, plus grand que tous, plus hardi que tous, plus intrépide que tous, vous avez eu le courage immense de prendre une loupe, la plus épaisse de toutes, de tourner son verre bombé vers votre nombril et d'y lire avec détermination que vous n'étiez pas comme les autres et que votre différence à vous, votre spécificité à vous, tenait en un mot, féminisme. S'ensuit un étalage sarcastique des complaintes que nous ne connaissons que trop pour les entendre partout. Il faut entendre avec quelle gourmandise vous nous dites, Maxime, que les entreprises n'ont pas assez de femmes PDG. Chacune de ces femmes manquantes, quelle occasion supplémentaire pour prescrire une formation ad hoc. On sent dans votre phrasé cette jubilation qu'on retrouve chez les garagistes les moins scrupuleux. Oh, ma petite dame, votre moteur, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas du tout, il va falloir tout changer. Et sur à peu près le même ton, vous pourriez ouvrir une discussion avec une responsable des ressources humaines. Oh, ma petite dame, cette photo du conseil d'administration, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne va pas du tout, il va falloir tout changer. Après près de 3 longues minutes d'un ballet gesticulatoire sur le ton scolaire d'un mauvais concours d'éloquence, vous nous assénez enfin le commencement d'une idée, la première. Et quelle idée? Il existerait en ce bas monde des privilégiés. Et jusqu'ici, tenez-vous bien, je suis d'accord avec vous. Seulement voilà, vous ajoutez qu'en tant que groupe, les hommes se compteraient automatiquement parmi ces privilégiés, car vous tenez une preuve qui en vaut une autre, les hommes ne sont ni sifflés dans la rue, ni importunés dans les transports, ni sous-payés au travail. Doit-on vous attribuer la paternité de cette litanie? Certes non. La rengaine est si éculée que même chez les plus sots rhéteurs, même chez les plus rustiques prédicateurs, elle passe pour une routine. Tenez chez mes consoeurs Camille et Justine, qui sont au féminisme ce que le hard discount est à l'épicerie fine des idées, on pourrait retrouver cette même accumulation à peu de choses près. Tout au plus l'aurait-elle saucissonnée en 3 vidéos pour des raisons d'audience, et l'aurait-elle assaisonnée, car c'est là leur usage, de mimique et de grossièreté. Mais hélas, ce constat n'est que le début de votre catéchisme, la mise en jambe de l'absurde affabulation qui la suit de près. Car il faut passer de la parole aux actes, nous dites-vous, avant de nous proposer comme premier acte de parler davantage et de dénoncer davantage. La leçon partage au moins avec celle d'un grand auteur son théâtre de l'absurde, votre interprétation hélas ne s'en trouve nullement améliorée et reste désespérément moins naturelle qu'une lecture poétique en verlan de Fabrice Lucchini. Vous nous décrivez le premier des mots, le péché originel du sexisme contemporain. Et ce péché prend la forme d'un lieu auquel nous reviendrons plus loin, celui de l'open space.
Et son meilleur exemple est le collègue de bureau qui commente la tenue d'une stagiaire quand elle a quitté la pièce. Et les mains jointes, avec cette contrition de confessionnal propre à faire accoucher les plus réticents des pécheurs, vous de nous dire « Cela nous est tous déjà arrivé, mon fils ». Mais heureusement, en vous, Maxime, nous avons trouvé notre rédemption et notre espérance, car la solution, vous nous l'offrez, et sans même avoir besoin de donner notre denier à la quête. Oui, que par toute la terre et par tout le ciel, il soit proclamé que lorsqu'un collègue mentionne une paire de chaussures ou la couleur d'un chandail, il faut que quelqu'un lui rappelle vigoureusement qu'on pourrait parler ainsi de sa fille à ce gros beauf. Beauf n'est pas de moi, mon cher Maxime, il est de vous. Après cette évocation professionnelle, vous nous ramenez au logis. Je sais combien nos logis diffèrent tous, tant dans leur dimension, leur localisation que leurs habitants, et sur ce dernier point, je vous trouve bien cavalier de vous arroger le droit de nous admonester sur le partage des tâches entre les sexes, lorsque vous-même semblez assez fier sur Twitter de ne pas partager l'avis de l'une de ces hypothétiques dames à qui vous adressez pourtant vos complicités rhétoriques sur l'air de « je sais qui descend la poubelle chez vous ». Délaissant nos logiques que vous n'aviez fait pourtant qu'effleurer, vous nous déclinez ensuite les fadaises les plus convenues sur les rôles modèles et l'éducation des enfants. L'éducation à l'égalité est une obligation, ce n'est pas un débat, vous réjouissez-vous. La théorie du genre n'existe pas, ajoutez-vous encore. J'entends bien que le public à vos pieds, qui vous écoute non pas dans l'effort qui est le mien, mais dans une sorte de délectation qui me semble à jamais inaccessible, j'entends bien que ce public n'est pas très regardant sur vos affirmations. S'il avait dû broncher, il serait sorti de la salle bien avant. Mais maintenant qu'il a acquiescé 8 longues minutes durant et que son cou en a pris le mouvement répétitif, il est prêt à accepter n'importe laquelle de vos affirmations sans rechigner. Tenez par exemple votre ABCD de l'éducation dont vous vous vantez. Vous oubliez soigneusement de préciser qu'un an après son déploiement en 2013, ce projet a été interrompu et abandonné en rase campagne. Même la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a fini par lâcher l'affaire et un rapport accablant de 46 pages de l'Inspection générale de l'éducation nationale est venu sonner le glas de votre grande initiative. Enfin, grande initiative, entendons-nous, selon ce rapport, le projet nécessitait apparemment une clarification sur son contenu, notamment sur la notion d'égalité, ce qui est quand même un comble quand on sait que c'est son sujet, et aurait gagné à s'enrichir de connaissances du droit, de l'anthropologie, de la philosophie et des neurosciences. Comprendre donc que les modules étaient aussi obligatoires qu'insuffisamment pensés, le tout malgré un travail ministériel qu'on devine dispendieux. Vous rejetez la faute de cet échec sur la plèbe manipulée qui n'avait pas compris la grandeur du projet et sa différence avec la théorie du genre qui d'ailleurs, selon vous, n'existe pas. Laissez-moi dire un mot de cette théorie. Existe-t-il une théorie unifiée trouvable dans un ouvrage qui porte le nom de théorie du genre ? Probablement que non. Et voilà votre victoire. Mais existe-t-il 1000 manifestations diverses de polémiques sur le genre dont les pronoms personnalisés, les auto-identifications et le refus de la binarité ne sont que quelques exemples? Certainement, nul n'en peut disconvenir. Et si chacune de ces polémiques et de ces demandes délirantes est une feuille, eh bien là où vous voyez, vous, un feuillage épais mais disparate, la majorité des gens reconnaît un arbre. Et qui pourrait leur en vouloir, car en définitive, toutes ces feuilles se côtoient de si près et se ramifient si bien entre elles qu'un œil extérieur ne peut qu'y voir un arbre, et c'est cet arbre que le badaud qui ne l'approche pas de trop près, dans une prudence sans doute marque de sagesse, qualifie de théorie du genre. Ce désaccord sémantique cependant ne prouve rien, ni que polémique après polémique, les libéralistes du genre dont vous êtes ne soient pas en train d'édifier réellement une sorte de dogme bien à eux, ni que leur intention soit bonne, ce qui est pourtant le plus important, ce qui est pourtant ce que vous prenez garde de ne jamais vouloir prouver, pour qui voudrait plus solide preuve que vos promesses de lendemain qui chantent. Votre prochaine victime est la culture, que vous présentez comme une arme redoutable pour bousculer nos représentations. Encore un point qui me désole, encore un point qui nous oppose. Je vois dans la culture un trésor, et plus encore un trésor à partager. C'est le trésor de la culture qui me fait oublier mon spleen quand je suis loin des terres de France. C'est le trésor de la culture qui préside les discussions que je tiens avec mes amis. C'est le trésor de la culture, en général,
que j'essaye de partager avec mes auditeurs lorsque je réunis des galeries de tableaux classiques ou que je réimprime des œuvres philosophiques méconnues. Votre vision à vous de la culture est celle rabougrie d'un publicitaire. Vous voyez dans la culture non pas l'exaltation du génie, la tendresse des récits, la beauté des images, l'audace des mots ou le malheur des poètes, vous n'y voyez que de la communication, du temps de cerveau, de l'attention de ménagères CSP+. Votre vision de la culture est celle d'un industriel agroalimentaire qui a quelques milliers de tonnes de yaourt à écouler, c'est un véhicule pour vos idées, et même vos idoles obligées, les rappeuses et les Beyoncé, vous les dépossédez en réalité de leur qualité propre pour n'en conserver que des symboles. Vous n'aimez pas Beyoncé pour le choix de ses accords, la qualité de son timbre de voix ou la puissance de ses rimes, à supposer qu'elle ait toutes ses qualités musicales. Non, vous n'aimez en elle que le bras armé de votre message, sa contribution à la diffusion des idées féministes. Mais cette myopie culturelle ne s'arrête pas là. C'est en réalité pire que je ne le croyais au commencement. On aurait pu croire, lorsque je mentionnais les yaourts à écouler, que je faisais une douteuse référence à l'œuvre de Bec BD et aux réunions interminables du groupe fictif Madone. Mais en réalité, cette comparaison de la culture et des yaourts est de vous. Je vous cite, « Les biens culturels que vous achetez sont comme les yaourts que nous achetons au supermarché » et d'ajouter « Votre portefeuille est aussi une arme du changement ». Voilà qui achève de clarifier. Non seulement la culture pour vous est un bien de consommation, non seulement vous réduisez le livre ou le film à la seule dimension du produit, mais même ce produit n'a pas de dimension esthétique à vos yeux, ni de qualité de fabrication ou même d'expérience client en propre. Ce produit n'est même pas un produit dont vous voudriez qu'il soit au moins bien fait. C'est une simple étiquette de prix. La culture chez vous n'est qu'une marge nette d'exploitation pour financer vos combats idéologiques. La myopie est vénale. Venons-en, ou plutôt revenons au dernier lieu que vous souhaitez conquérir, qui est celui des entreprises. Loin d'être anecdotique, ce lieu est celui de votre activité commerciale. Car oui, vous n'êtes pas seulement un rêveur naïf et épris de grandes utopies, vous êtes un prestataire de services. Et si je m'en voudrais de questionner les chimères d'un songe creux, j'ai moins de scrupules envers celles des marchands. Je me doute assez, Maxime, que pour des gens de votre espèce, il est facile de regarder ma lettre ouverte avec un certain détachement. Il y a des obligations légales à respecter, des indices égalité à publier, des notes ESG à communiquer, tout ce genre de choses. Et vos clients des ressources humaines voient dans vos formations des procès à éviter, des certifications à exhiber, des actions concrètes à montrer aux syndicalistes. Vous avez réussi à faire commerce de la bonne conscience que vous donnez aux ressources humaines des entreprises, fort bien. Mais dans ce commerce, vous faites des victimes collatérales et c'est leur défenseur que je veux être. Ces victimes, ce sont tous les employés qui doivent passer sous les fourches codines de vos formations. C'est sur ce rôle, bien plus que sur votre médiocre prestation à la Sorbonne, que je veux m'attarder. Car ce n'est que maintenant que nous avons fait le tour de votre pensée, si ce n'est de votre personne, que nous pouvons nous y atteler. De tous les métiers du monde, vous vous êtes donné celui de gardien de la pensée unique en entreprise. Et ce rôle est d'autant plus méprisable que le propos que vous servez n'est jamais discuté librement. Vous vous piquez de faire changer les mentalités alors que vous n'avez que le mérite de ceux qui font lire un message sous la contrainte, ce qui revient à n'en avoir précisément aucun, ni le mérite des conversions, forcément insincères, ni celui des hommes droits, car ces hommes-là défendent leurs idées sans recourir à la contrainte, et parfois même contre la contrainte. Je sais que la nature politique des formations que les gens de votre espèce dispensent fait parfois débat, car le féminisme, comme le chat du physicien Schrödinger, est une matière à la fois politique et apolitique en fonction des situations. Politique lorsqu'il milite dans la rue et étonnamment apolitique lorsqu'il devient une formation contre le sexisme en entreprise. Soyons clairs, le propos que je tiens sur votre rôle, Maxime, n'est pas une attaque politique d'un camp contre un autre camp. Un homme de gauche lucide, car il s'en trouve, reconnaîtrait sans doute dans tout le jargon politiquement correct imposé par le patronat à ses employés, non seulement un révulsant sentiment de supériorité bourgeoise, mais encore un rituel de coercition du management moderne qui ne dépareillerait pas dans un ouvrage de Chapoutot. Un homme de droite lucide, car il s'en trouve,
reconnaîtraient sans doute, dans tout le jargon politiquement correct, une tentative évidente de maîtriser les discours et d'influencer les opinions en écoulant graduellement le stock de pseudo-morale woke avec l'aubaine d'une absence de contre-discours. Pour faire écho à votre terme fétiche, si vous avez un privilège dans cette affaire, ce n'est pas tant celui de votre masculinité que celui de la protection que vous octroie la structure d'entreprise, son catalogue de supérieurs hiérarchiques et ses agents de sécurité pour déverser vos idées à des gens qui n'ont jamais souhaité les entendre. Toute personne lucide reconnaîtra avec moi que contraindre des salariés innocents à ingurgiter et régurgiter un discours prémâché et diffusé par haut-parleur a quelque chose d'intrinsèquement sordide. Que le ton du prédicateur de circonstance soit jovial, badin ou martial importe peu. Que la vidéo s'inspire du temps des cavernes ou du temps des cathédrales importe peu. Que le lieu propice à cet exercice indigeste soit celui d'une geôle soviétique ou d'une salle de réunion ornée de plantes vertes importe peu. Ce que vous essayez de présenter comme un travail maïeutique d'ouverture des esprits n'est en réalité qu'un travail coercitif de surveillance des conversations. Car la conséquence de vos prédications est une atmosphère putride de suspicion généralisée, non seulement du crime de mal parler, mais encore du crime de mal penser, une suspicion généralisée qui, pour quiconque a lu un peu d'histoire, ressemble à un germe d'autoritarisme. Mais ce germe, vous lui donnez vous-même une dimension nouvelle. Au lieu d'une dimension martiale et brutale, au lieu d'un coup de poing sur la table d'un chef, il prend une forme infiniment plus pernicieuse et désagréablement plus familière. Cet autoritarisme-là est une infantilisation. C'est l'autoritarisme souriant et enrubanné de rose qui veut prendre tout le monde par la main. C'est celui qui a commencé par placarder sur toutes les portes « Pensez à fermer la porte », puis à coller sur les cages d'escalier d'innombrables autocollants « Tenez la rampe » et finira peut-être par imprimer sur des gobelets de machine à café « Attention à ne pas vous brûler en buvant trop vite ». Celui qui se saisit de tous les prétextes d'hygiène, de sécurité ou d'écologie pour imposer de nouvelles règles et pour régir les plus infimes actes du quotidien jusqu'à étouffer toute trace ou toute velléité de vie. Celui qui refuse d'envisager qu'un employé puisse avoir assez de bon sens pour faire spontanément ce qu'il faudrait, celui qui ne veut pas accroire que deux adultes puissent régler leurs désaccords directement entre eux et qui de facto encourage la dénonciation comme seul moyen de régler les différends. Et nous ne savons que trop, vous comme moi, que le spectre de la dénonciation est toujours précurseur de la plus effroyable des sycophanteries. Brève parenthèse, Jordan Peterson racontait dans un récent passage chez Joe Rogan le conte de Hansel et Gretel qui commençait par une jolie maison remplie de sucreries dans laquelle rentrent des enfants curieux. Et dans la maison se trouve une dame qui tout d'abord donne un bonbon puis un autre. « Mangez mes enfants, prenez tout ce que vous souhaitez, je vais bien m'occuper de vous ». Mais voilà que graduellement la dame les force à manger toujours plus de sucreries jusqu'à ce que leur ventre soit douloureux, jusqu'à ce qu'ils leur prennent la nausée, jusqu'à l'étouffement, et la méchante dame alors se met à souhaiter de les manger. Cette sorcière est l'archétype de la mère dévorante, et la peur qu'elle génère chez nous, lecteurs du conte, n'est pas sans rapport avec celle que suscite un monde de l'entreprise qui cherche à tout régir et décider, quitte à castrer. Jordan Peterson qualifiait ce comportement de mère dévorante, de l'archétype de la féminité toxique. Je ne sais que trop comment vous interpréterez ce passage, mon cher Maxime, mais je trouve intéressant de rapporter ces propos à mes auditeurs néanmoins. Fin de parenthèse. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que les frères siamois du pédagogisme et du formationnisme ont quelque chose de pathologique, surtout quand il s'agit d'adultes. Et c'est, à travers votre petite personne, précisément ce que je voudrais dénoncer, mon cher Maxime. Je veux dénoncer en vous le représentant de ce management qui cache son autoritarisme derrière des mots comme sensibilisation ou prévention pour ne pas assumer de parler de rééducation. Vous n'êtes ni le plus célèbre des formateurs sur ce sujet, ni le plus brillant d'entre eux. Sauf erreur, cette vidéo fera en 2 jours plus de vues que votre conférence à la Sorbonne en 1 an. Il n'y avait donc au premier abord aucune raison objective de s'intéresser à vous. Mais c'est précisément parce qu'il n'y en a aucune que vous êtes comme un projecteur braqué sur la médiocrité de tous les boutiquiers de votre secteur d'activité. Si vous préférez au commerce les images champêtres, j'aurais pu, à genoux dans l'herbe, chercher des heures durant un trèfle à 4 feuilles, un individu dont la pensée foudroyante aurait donné une fausse impression grandiose de votre petit monde de la formation d'entreprise.
Mais mon courage, en vous choisissant, a été celui du cueilleur de trèfle à 3 feuilles. Et ce trèfle à 3 feuilles ressemble à ce petit homme, en complet uni, qui ne fait que son travail, qui écrit un mauvais livre à compte d'auteur une fois tous les 3 ans, qui soigne son image pour poster de routinières banalités sur LinkedIn, ce petit homme qui voudrait agir mais qui ne conçoit son action que comme un empêchement de la parole d'autrui, comme un jargon sans faconde, comme un corsetage de la pensée. Ce petit homme qui, à l'ombre de la peur des employés qui pourraient perdre leur travail, impose son verbiage et ses codes sociaux germano-pratins, forcément les meilleurs et les plus modernes qui soient, le tout en se piquant d'une adresse et d'une audace intellectuelle qui lui font défaut. Ce petit homme, si représentatif d'un autoritarisme spectaculaire et souriant, mais qui ne supporte pas son nom, qui ne veut pas entendre son nom, qui ne laissera jamais dire son nom, mais qui n'en est pas moins autoritaire, car vous l'êtes, autoritaire. Veuillez agréer, cher Maxime, les hommages que je pourrais rendre à un trèfle à 3 feuilles.